Mardi 14 juin 2022, à la une de l'actualité. Aujourd'hui même a été commémorée la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants au Burkina Faso. Une édition 2022 placée sous le thème protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Cependant, qu'en est-il des actions menées ces dernières années et qu'en est-il de celles à venir? Les réponses tout de suite dans ce journal. Il sera également question dans ce 20h du programme d'éducation sociale et financière pour les enfants et les jeunes, le programme Aflatoun, ainsi que le projet promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité. À ce sujet, nous aurons pour vous sur ce plateau le secrétaire exécutif du CCEB afin de nous éclairer davantage à ce sujet. Et puis hors de chez nous, au Mali, il s'est tenu samedi dernier la 5e journée d'audience publique basée sur le thème violence sexuelle basée sur le genre et les enfants victimes de conflits. Une audience ouverte et retransmise à la télévision nationale riche en émotions que je vous propose de suivre en fin d'édition. C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous démarrons ce journal avec la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants qui a été officiellement commémorée ce mardi 14 juin 2022 au Burkina Faso. Une cérémonie officielle présidée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Et je vous le dis en titre, cette édition 2022 a été placée sous le thème protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Selon les données des fonds des Nations Unies pour l'enfance, 79 millions d'enfants sont contraints aux travaux dangereux menaçant directement leur santé et leur sécurité. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. Selon les statistiques de 2021 du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en collaboration avec le Bureau international du travail, le nombre d'enfants astreints au travail est passé de 245,5 millions d'enfants en l'an 2000 à 151,6 millions en 2016, puis à 160 millions en début 2020. La tendance est à la baisse, mais le nombre d'enfants astreints aux travaux dangereux et travaillant dans des conditions menaçant directement leur santé et leur sécurité est estimé à 79 millions d'enfants. Si l'Afrique subsaharienne s'est distinguée comme la région où la situation est plus inquiétante, pour le cas spécifique du Burkina Faso, la situation n'est pas non plus reluisante. En 2006, nous étions à un pourcentage de 41,1% des enfants de 5 à 17 ans qui étaient astreints au travail. Cette enquête nous a permis de savoir que nous avons plus d'enfants dans l'agriculture qui travaillent. L'enquête également nous a permis de savoir que nous avons plus de garçons dans le travail des enfants. Et enfin, l'enquête nous a permis de savoir que le travail des enfants a un visage rural. On a plus d'enfants dans le milieu rural qui travaillent que dans les milieux urbains. La commémoration de la journée mondiale contre le travail des enfants permet donc aux différents acteurs qui luttent pour le bien-être des enfants d'apprécier les actions déjà menées sur le terrain et réfléchir à de nouvelles stratégies de lutte pour l'élimination des formes dégradantes et humiliantes du travail des enfants. Cette journée se veut également une occasion pour les enfants de plaider pour le renforcement des actions de protection en leur faveur. Nous faisons beaucoup d'espoir dans cette protection sociale qui est un outil politique puissant pour empêcher les familles de recourir au travail des enfants, surtout en ce temps de crise. Mais en attendant, nous demandons plus de sécurité et d'action pour tous ceux qui souffrent dans l'ignorance totale et qui ont leur avenir gravement compromis.
Pour accélérer l'éradication du travail des enfants, le gouvernement burkinabé souscrit à l'invite du Bureau international du travail relative à l'extension de la protection sociale à toutes les couches sociales, notamment les plus vulnérables. Et selon le ministre en charge du travail et de la protection sociale, des actions sont entreprises dans ce sens, dont entre autres la promotion de la scolarisation pour tous, la promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes, l'adoption des politiques et programmes et des mesures sociales en faveur des couches vulnérables, entre autres. La protection sociale est loin d'être une assistance aux personnes, mais plutôt un ensemble d'interventions publiques qui aident les ménages ainsi que les individus à mieux gérer les risques et à réduire leur vulnérabilité et pauvreté à travers un meilleur accès aux services sociaux et à l'emploi. La vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, les décès des parents, l'insécurité, l'absence de travail décent pour certaines personnes, la recrudescence des emplois informels, les charges connexes dans les établissements scolaires, frais APE, frais de tenue scolaire, etc., sont parmi tant d'autres des facteurs de vulnérabilité des personnes pouvant contraindre les enfants au travail. Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants, c'est le thème qui guidera les réflexions à cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La cérémonie officielle de commémoration de cette journée a été faite dans un contexte national marqué par le deuil national de 72 heures, décrété par le président du Faso. L'Assemblée législative de transition a voté le lundi 6 juin la loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. C'est une loi spécifique visant à lutter plus efficacement contre le terrorisme. Mais pour certaines organisations telles que la Commission nationale des droits humains, CNDH, la loi en question pourrait porter atteinte aux droits humains dans son application. Plus de détails dans ce reportage signé Annick Dalisda par la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Désormais, le gouvernement peut légiférer durant une année en prenant des ordonnances, quitte à restreindre les libertés individuelles et collectives pour lutter efficacement contre le terrorisme. La loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale n'est donc pas du goût de certains acteurs. Ils sont plusieurs organisations qui la jugent liberticide, compte tenu de la marge de manœuvre accordée au gouvernement de la transition, de se départir de l'ALT dans la prise de certaines décisions dans ce sens. Du côté de la Commission nationale des droits humains CNDH, les dispositions contenues dans la loi révèlent des ambiguïtés et des non-dits, surtout en matière de respect des droits humains. Si beaucoup de personnes jugent la loi liberticide, c'est parce que permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance, cela voudrait dire que pendant la période qui sera donnée, le gouvernement n'a pas besoin de passer par l'ALT, par exemple, pour décider quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre le terrorisme. Et dans la loi, c'est dit que le gouvernement peut prendre les mesures dans le cadre des suggestions liées à la défense nationale. Et comme on n'a pas dit en quoi consisteraient ces suggestions liées aux nécessités de la défense nationale, on se dit que ça pourrait forcément concerner des restrictions ou des dérogations aux droits humains. Parce que la prise de ces mesures pourra conduire à certaines restrictions ou à certaines dérogations. Donc voilà pourquoi beaucoup estiment que la loi est liberticide. Ces inquiétudes de la CNDH ont été justement transmises à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH, affectataire du dossier avant d'être envoyée en séance plénière pour adoption. Finalement, la loi a été adoptée à la majorité des votants du jour et les yeux sont désormais rivés vers les actions du gouvernement dans son application. Et à la CNDH de plaider une fois de plus auprès des autorités à respecter ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Nous avons bon espoir que, nonobstant le fait que ces mesures vont conduire à certaines restrictions ou à certaines dérogations, que ces restrictions et ces dérogations soient faites en conformité avec les obligations de Burkina Faso en la matière. Si cette mesure s'avère nécessaire pour le gouvernement, nous comptons sur le gouvernement pour respecter effectivement ses obligations en matière de droits humains. Que les dérogations et les restrictions auxquelles vont conduire nécessairement les suggestions liées à la défense nationale soient prises dans le cadre des engagements internationaux de l'État en matière de droits humains. Le gouvernement, pour sa part, rassure l'opinion publique, affirmant que le filtre du Conseil constitutionnel reste obligatoire. La Commission nationale des droits humains, quant à elle, dit veiller au grain dans l'application de cette loi sur le terrain.
Parlons éducation à présent. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base du Burkina Faso, CCEB, tient depuis le 13 juin dernier un atelier de formation à l'intention des hommes et femmes de médias ainsi que les acteurs de l'éducation en éducation sociale et financière. Prévu pour se tenir jusqu'au 15 juin prochain, les compétences issues de cet atelier permettront d'accompagner le projet en éducation sociale et financière des jeunes et des femmes pour une intégration dans le programme national de l'enseignement. Un reportage signé Mami Driana Kamabou. Cet atelier a pour objectif d'informer ces différents acteurs sur l'éducation sociale et financière dénommée Aflatoon. Un programme qui permet d'inspirer les enfants et les jeunes à devenir socialement et financièrement autonomes. Peu connus du milieu scolaire burkinabé, les porteurs du projet à travers cet atelier ont démontré la valeur ajoutée de ce projet dans le programme d'enseignement. Il invite par ailleurs les autorités du Burkina Faso à intégrer ce programme dans les formations professionnelles. C'est un peu apporter le changement dans l'enseignement. Parce que Aflatoon permet à l'enfant de se connaître son environnement, commencer à rentrer dans l'entrepreneuriat à travers la budgétisation, la planification et l'entrepreneuriat. Donc l'expérience menée en 2018 nous a permis de voir que c'est possible de le faire. D'ici à 2024, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, qu'est le porteur du projet, espère toucher tous les acteurs concernés, c'est-à-dire ceux du ministère de l'Éducation nationale. Il vise aussi l'intégration de l'éducation aux compétences de vie, entrepreneuriat et employabilité dans les curricula du MENA-PELN. Et pour atteindre ces objectifs, le CCEB compte sur les hommes et femmes de médias ainsi que les acteurs de l'éducation. Et aussi, nous avons quelques structures privées qui sont là aussi, parce que ces structures-là sont des structures qui sont aussi des acteurs au niveau du développement. Et quand vous voyez l'éducation sociale et financière, c'est vraiment un programme qui amène un changement de comportement. Et ce changement de comportement, c'est vraiment amener tout le monde à revoir les choses comme elles doivent être vues pour effectivement aboutir à un développement. Le programme Aflatoon, selon le CCEB, permet également aux enfants et aux jeunes de participer à des activités d'engagement. Selon la charge du projet Promesse, les enfants sont encouragés à travailler ensemble pour mettre en œuvre des entreprises sociales et financières. Il est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso. Et puis toujours dans la même optique, nous recevons sur ce plateau le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation au Burkina Faso. Avec lui, il sera question du projet de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité. Monsieur Hassan Draman Sankara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Voilà, tout d'abord monsieur le coordonnateur, que devons-nous savoir exactement du projet de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité? Ok, merci madame pour l'invitation. Le projet intitulé Promesse regroupe 3 partenaires. Solida qui est le lead, Educo et Aflatoon International qui est aux Pays-Bas. Donc le CCEB reprend Aflatoon International aux Pays-Bas au Burkina Faso. Donc c'est un projet qui consiste à accompagner les jeunes filles et les jeunes garçons de 15 à 35 ans à une éducation de qualité à travers l'approche Aflatoon, la santé sexuelle et reproductive et la formation professionnelle. Donc le CCEB prend le volet éducation sociale et financière dans la mise en œuvre de ce projet. Effectivement, puisque nous savons déjà que l'un des objectifs du CCEB, c'est l'accès à l'éducation pour toutes et pour tous, en priorité les femmes, les filles, les enfants à besoins éducatifs spécifiques. D'où ma deuxième question, en quoi est-ce que la mise en œuvre de ce projet vient changer les conditions éducatives de la jeune fille? Il faut dire que l'approche Aflatoon a plusieurs éléments, à 5 composantes. D'abord,
la compréhension, la connaissance personnelle. L'enfant doit apprendre à se connaître. Qui suis-je? Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, c'est l'environnement dans lequel l'enfant vit, la société, ses us, ses coutumes. Il faut apprendre à l'enfant à connaître cela. Ça, c'est le volet social. Maintenant, le volet qu'on appelle financier, c'est apprendre l'enfant à épargner, à budgétiser, à planifier et entreprendre. Donc, voici comment l'approche Aflatoon doit se construire sur ces 5 éléments. Donc, il y a le volet social et il y a le volet financier. Et ça permet aux enfants d'avoir 3 éléments essentiels, 3 principes que nous appelons les 3 C. Ce qu'on a déjà dans nos écoles, ce sont les connaissances. 1 plus 1 égale 2. Que ce soit à Aura, que ce soit à Dori, c'est ça. Ça, est-ce qu'un enfant, après 10 ans, qu'est-ce qu'il peut apprendre de nouveau? Donc, au niveau de Aflatoon International, nous avons ajouté le 2e C, les compétences. Il faut que l'enfant ait des compétences, apprenne un métier. Et pour cela, il faut qu'il arrive à se connaître, à connaître son environnement dans lequel il évolue. Et pour ça, il faut des ressources. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à épargner. Si on épargne, on budgétise, on fait une planification et on entreprend. Et le 3e C, ça donne la confiance à l'enfant. Voilà. Donc, quand l'enfant a les 3 C, il est compétent, il peut postuler n'importe quel concours, il peut entreprendre parce qu'il a une certaine confiance, il a une certaine capacité qui lui permet d'apprendre. Voici l'approche Aflatoon résumée sur ces 3 mots. Merci beaucoup, M. Draman. Et chose qui est déjà formidable, nous savons que le projet est mis en place dans un certain nombre de régions au Burkina Faso. Déjà, on aimerait bien savoir quels sont les critères de choix de ces régions et en passant, quelles sont ces régions? Il faut dire, bon, comme dans le reportage, on dit tout de suite, c'est financé par l'ambassade des Pays-Bas avec les 3 partenaires que je venais de citer. C'est un peu à travers le plan stratégique de l'ambassade des Pays-Bas qu'on a identifié ces 4 régions. Et c'est l'Est, le Sahel, le Centre-Nord et le Nord. Et maintenant, pour cette expérience pilote, pour ce qui concerne le CCEB, nous comptons intervenir dans 40 établissements. Et sur les 40 établissements, on a au moins 28 000 jeunes filles et puis 42 000 garçons que nous devons, et puis 1300 enseignants que nous devons capaciter. Parce que dans la mise en œuvre de ce projet, il faut que les enseignants soient vraiment capacités pour pouvoir accompagner l'approche. Et toujours dans ce même projet, il y a un volet éducation financière nommé programme Aflatoon. Qu'en est-il de ce programme et ses avantages? Oui, c'est ce que je venais de dire tout de suite. À travers ce programme, on permet d'avoir une nouvelle façon d'enseigner. Parce que avant c'était l'enseignement dogmatique, le maître est là et l'enfant il ne fait que avaler. Et là c'est l'enfant qui est au centre. Voilà. Et quand on prend un livre, il y a des images qui sont là. Les enfants peuvent jouer le rôle des images. Et ils peuvent avoir un esprit critique. Ouais, c'est ça qu'on appelle, on recherche sur l'enfant d'aujourd'hui. Voilà, parce que la société évolue et si l'enfant n'a pas ces compétences-là pour pouvoir comprendre, chercher, à critiquer et agir, ça risque d'être difficile pour lui. Donc c'est pour ça cette nouvelle approche-là de Aflatoon International. Et aujourd'hui, on sait que vous êtes plutôt dans un processus de plaidoyer pour l'intégration de l'éducation sociale et financière dans le programme d'enseignement au Burkina Faso. À quel niveau êtes-vous plus précisément avec ce plaidoyer? Oui, il faut dire que quand on a commencé la mise en œuvre du projet en 2021, et c'était vraiment l'objectif à terme, c'est pour intégrer l'éducation sociale et financière dans les programmes d'enseignement, dans les curricula. Et au mois de novembre, nous avons eu des ateliers d'intégration et d'orientation. Ça consiste à quoi? On a demandé au niveau du ministère de l'Éducation de venir faire une communication par rapport à cette approche. Parce que le ministère déjà était dans le processus, parce que c'est une expérience. Et je précise que c'est une directive de l'UMOA qui dit que dans les 8 pays
il faut l'inclusion financière. Et au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a la promotion de l'inclusion financière. Et c'est au cours de cet atelier, nous avons fait comprendre qu'on ne peut pas parler d'inclusion financière si on ne parle pas de l'éducation sociale et financière. C'est là, en ce moment, ils nous ont mis dans le comité. Et en ce moment, le ministère aussi était dans cette logique. Donc la direction générale, quand le directeur général vient faire la communication, on est dans la même logique. Donc ça veut dire qu'il y a cette volonté politique. Mais le plaidoyer ne suffit pas. Parce que notre objectif à terme, ce n'est pas avoir l'éducation sociale et financière à l'école, mais c'est avoir l'éducation financière dans la classe, comment ça doit être enseigné. Donc, nous avons deux approches qui existent. Ça veut dire qu'il faut l'infusion financière, qu'on appelle dans les disciplines qui existent, c'est ça qu'on appelle l'approche infusion. Ça veut dire qu'on prend français et on prend ce qui est droit, on met dans le français et on enseigne. Ou bien l'approche discipline. L'éducation sociale et financière devient une nouvelle discipline. Donc, c'est ce choix que nous avons choisi avec des contenus. Donc, au mois de juillet prochain, le 4 juillet précisément, on aura un atelier de 4 jours avec nos collègues de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et des Pays-Bas qui vont partager leur expérience avec des techniciens. Maintenant, le Burkina va analyser, voir est-ce que c'est l'infusion ou bien la discipline qui convient. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Avez-vous un dernier mot à dire avant qu'on ne poursuive ce journal? Et c'est vraiment souhaiter qu'on appelle l'accompagnement du ministère et surtout les journalistes. Voilà, pour pouvoir nous accompagner. Parce que depuis 2016 que la directive existe, mais au niveau du Burkina Faso, les choses ne bougent pas. Dans les autres pays, en tout cas, ils sont plus en avance. Donc, je pense qu'avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale, on pense qu'à partir du 4 juillet, l'atelier là, on pourra vraiment avoir une orientation, le choix du Burkina Faso. Et en octobre prochain, on pense que dans les 40 établissements, on peut commencer la mise en œuvre. Merci beaucoup, M. Sankara, vous d'être passé sur ce plateau et merci de nous avoir éclairé davantage à ce sujet. Et quant à nous, nous poursuivons ce journal avec le laboratoire de recherche sur le patrimoine et de développement durable et l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique qui, dans le cadre de ces activités, ont tenu un atelier international sur le patrimoine culturel africain. Objectif visé, trouver des stratégies pour lutter contre la destruction de certains sites archéologiques dus à l'incivisme et au terrorisme. Débutée ce 14 juin à Ouagadougou, elle prendra fin le 17 juin prochain. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Sarah Kaboré et Wenlasida Kaboré. Ces dernières années, on assiste à des destructions de sites archéologiques en Afrique. Cela est dû en outre à des actions humaines, notamment le terrorisme. C'est cette problématique qui réunit ces acteurs du patrimoine culturel dans la capitale burkinabé. Ces chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Niger, du Cameroun, de la France et du Burkina Faso échangent sur les stratégies à mettre en place pour non seulement promouvoir le patrimoine culturel africain, mais aussi œuvrer à sa conservation. Pobé Mengao, vous connaissez très bien la statuette Mamio qui s'y trouvait. Actuellement, c'est une zone extrêmement rouge. Vous avez le parc W du Burkina, par exemple, qui est un site classé du patrimoine naturel, qui est occupé aujourd'hui par des groupes terroristes. Ça, on peut pas, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des communications qui vont suivre qui vont cibler les questions d'incivisme et puis d'irrespect de la jeunesse, etc. C'est des questions qui sont liées au patrimoine culturel immatériel. Vous aviez des valeurs qui étaient promues par nos ancêtres, par nos pères, et qui aujourd'hui sont en train de disparaître, telles que la civilité, telles que la solidarité, etc. Et donc, tout ça, c'est des questions du patrimoine culturel. 4 jours durant, ces chercheurs feront le point sur les dernières évolutions en matière de recherche sur le patrimoine culturel. Les questions de la connexion du patrimoine avec le développement, sa conservation et son économie seront également au centre des échanges. Un patrimoine culturel est un catalyseur de développement pour toute société. Donc il s'agit de partager le produit des recherches au niveau national et au niveau international. Donc ce partage va aboutir à consolider un certain nombre de certitudes qui vont être utilisées dans le cadre
du développement des pays concernés. Le premier objectif, donc, c'est de faire de cette rencontre-là une plateforme d'échange des expériences sur les dernières évolutions en matière de recherche sur le patrimoine culturel et le développement durable. Il y a les deux liens à la fois. Le deuxième objectif, c'est fédérer donc les synergies en matière de recherche scientifique en Afrique subsaharienne. Et le troisième objectif, enfin, c'est de permettre donc de se servir de cette plateforme-là pour créer un réseau dynamique de chercheurs et praticiens en matière de recherche sur le patrimoine et en lien, en connexion avec le développement durable en Afrique subsaharienne. Cet atelier est financé par l'Université Panthéon-Sorbonne et le Centre national de la recherche scientifique français. Il se tient sous le thème Patrimoine culturel africain et développement durable en Afrique subsaharienne, état de la recherche et contribution des sciences sociales. Voilà de quoi soulager les 12 victimes qui ont pu raconter leur vécu face à la nation malienne. C'était en faveur de la 5e audience publique tenue ce samedi 11 juin 2022 avec pour thème femmes victimes de violences sexuelles et enfants victimes de conflits. Une audience ouverte devant quelques membres du gouvernement et retransmise à la télévision nationale. Reportage notre correspondant au Mali, Bouraïmon Soulo. Durant près de 8 heures d'horloge, les 10 femmes et 2 enfants ont tenu le public en émoi. Des témoignages glaçants qui ont fait pleurer la salle de 1000 places du Centre international de conférence de Bamako. Pour les associations de victimes, cette audience dédiée aux femmes et enfants victimes de conflits est une marque de reconnaissance de la nation malienne à leur égard. On est content d'une part parce que au moins ça nous soulage. Ça nous soulage en enlevant quelque chose sur nos cœurs. Parce que le fait d'être entendu, d'être écouté par la nation malienne, nous soulage un peu, nous les victimes. Pour la sécurité des victimes, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a opté pour les témoignages sous l'anonymat total. Du côté des défenseurs des droits humains, la journée a été une réussite. Les victimes se sont exprimées et tout le monde a écouté. Avec quand même un peu trop d'émotion, nous avons tous eu à pleurer ici. Pour la CVGR, cette audience n'est pas un tribunal, mais un espace de partage de douleurs des personnes touchées par les conflits avec le reste des Maliens. L'audience publique est un espace d'écoute respectueuse où les victimes ont un rôle de premier plan. C'est un cercle de solidarité construit autour du récit des victimes, comme tant d'autres institutions traditionnelles au Mali. Elle permet surtout de rendre aux victimes leur dignité, d'intégrer leur récit à la mémoire nationale et de faciliter, nous l'espérons, un début de guérison. Il s'agit donc d'une contribution concrète à la dialogue, du pardon, de la réconciliation nationale et de la paix, toutes choses qui sont au cœur des missions assignées à la transition. Cette 5e audience publique est l'avant-dernière qu'organise la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les victimes recensées seront indemnisées par d'autres organes qui seront mis en place en lieu et place de la CVGR. Sachez, mesdames, messieurs, que votre vie sera toujours entre vos mains, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment même, quel que soit votre passé, vous pouvez toujours recommencer et décider de guider consciemment vos pensées et ainsi changer vos vies. Ici prend fin ce 20h. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations.